Bienvenue à tous dans ce web séminaire consacré donc à l'amendement A5 de la NFC 1500 qui est organisé par Schneider Electric en partenariat avec le Consuel. Je m'appelle Hervé Chamaillard et je suis responsable du logement neuf chez Schneider Electric. J'aurai le plaisir d'animer cette émission avec le Consuel, à savoir Patrice Bukissov et Renaud Tambéry, respectivement responsable du domaine électricité et directeur du développement, et mes collègues de Schneider Electric, à savoir Laurent Johnson, responsable de normalisation, Jérôme Lecomte, qui lui est responsable de l'offre de distribution électrique pour le résidentiel, et Gilles Gruffaz, responsable formation. Comme le sujet qui nous occupe est un peu austère, j'ai préféré lui donner un titre un petit peu plus léger, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'amendement A5 de la NFC 1500 sans jamais oser le demander. Évidemment, cet amendement, très certainement, comme vous le savez, a fait couler beaucoup d'encre dans le landerneau électrique. L'objectif de cette émission, c'est vraiment de décrypter avec vous cet amendement A5 et pour que vous puissiez cerner très rapidement ce qui va changer dans votre vie quotidienne, que vous soyez bureau d'études ou installateur. Cette émission va se dérouler en 4 parties. Une brève introduction, où je vous ferai part des principales modifications apportées par cet amendement A5. Ensuite, nous ferons une analyse de ces mêmes modifications sur les pièces principales du logement. Enfin, nous passerons en revue les tableaux par logement type, T1, T4, tout électrique ou gaz, par exemple. Donc ça, ce sera pour la partie, je dirais, purement distribution électrique. Et je passerai la parole à Patrice Bukissov pour qu'il nous explique les modifications qu'il a faites aux sacro-saintes fiches d'autocontrôle. Ces 4 parties devraient nous occuper environ 40 minutes. Et ensuite, j'ouvrirai la session questions-réponses. Donc, je vous propose de commencer par faire un peu d'histoire, tout simplement. La genèse de cet amendement, c'est quoi? La genèse de cet amendement, c'est très simple. C'est le fameux choc de simplification voulu par nos instances gouvernementales, qui ont été appliquées à différents domaines de l'économie française, dont le bâtiment et dont évidemment le bâtiment résidentiel. Cet amendement répond globalement à l'objectif de simplification voulu par nos instances gouvernementales, puisque effectivement, avec cet amendement, on simplifie très nettement la conception d'une installation électrique pour le logement résidentiel et aussi son installation. On le verra en détail juste après. D'ailleurs, les rédacteurs qui ont participé à cet amendement se sont largement appuyés sur les retours terrain faits par les installateurs qui ont transité via leur syndicat professionnel, par exemple. Néanmoins, il va falloir s'habituer à une terminologie nouvelle. Les fameux titres 10 et 11 que vous voyez apparaître sur l'écran. Qu'est-ce que c'est que le titre 10? Le titre 10, c'est tout l'aspect courant fort qui était regroupé auparavant sous le titre 7, que ce soit pour les parties privatives ou pour les parties communes. Le titre 11, lui, regroupe tout ce qui concerne le coffret de communication et les réseaux de communication. On va y revenir, bien sûr. Alors, pour simplifier, je dirais, la lecture des modifications principales apportées par cet amendement, je l'ai illustré par un moyen très simple, une petite photo avant-après, qui permet de voir rapidement, je dirais, les changements majeurs. Alors, première chose importante, qui concerne les circuits terminaux. En l'occurrence, les circuits prises, grosse modification, puisque finalement, c'est le principe du pragmatisme qui a été retenu dans cet amendement, à savoir que nous disposons aujourd'hui d'équipements de plus en plus performants en termes de consommation d'énergie, ce qui veut dire que typiquement pour un circuit de 1,5 carré,
qui auparavant donc alimentait jusqu'à 5 socles par circuit prise. On va passer cette fois-ci à 8 socles. Pour des circuits de 5 carrés, on était auparavant à 8 socles et on va passer à 12. En revanche, le circuit dédié aux appareils de gros électroménagers, lui n'a pas de modification, on reste à l'identique. Apparition néanmoins d'un petit nouveau, le circuit dédié donc à ce qu'on appelle les équipements situés sur le plan de travail, donc circuit de prise de 5 carrés, donc qui donc alimente à concurrence de 6 socles. Bien, donc voilà pour les principales modifications concernant les circuits de prise de courant. À noter aussi une simplification dans le nombre de socles que je viens de vous citer. On comprend aussi les circuits prises dédiés aux personnes à mobilité réduite. Ce qui était souvent un casse-tête pour les installateurs va devenir là aussi plus simple. Enfin, dernier point, et c'est plutôt une bonne nouvelle au pays de Descartes. Auparavant, donc, une prise double était, entre guillemets, comptabilisée comme une seule prise. Aujourd'hui, une prise double sera comptée comme 2 prises. Une prise triple comme 3 prises, bien évidemment. Là aussi, c'est le principe de réalité qui prend le dessus. On ne peut que s'en réjouir. Pour le circuit éclairage, bien rien de changé, si ce n'est que la préconisation qui était faite donc de la tranche de 300 VA par circuit d'éclairage est maintenant devenue une obligation. Voilà donc pour ce qui concerne les circuits terminaux. Maintenant, je vous propose de passer donc à la partie qui concerne la protection. Le changement majeur que vous allez devoir mettre en œuvre, soit au niveau de l'installation, soit au niveau de la conception, concerne d'abord les dispositifs différentiels. Auparavant, donc, comme vous le savez, dans la NFC 1500, le nombre de dispositifs différentiels dépendait de la surface du logement. Aujourd'hui, enfin plus exactement à partir du 27 novembre, l'obligation que vous aurez, c'est d'installer au minimum 2 dispositifs différentiels, dont au moins un de type A. Reste maintenant à savoir comment vous devrez calculer à la fois le calibre de ce dispositif différentiel, mais aussi le nombre de circuits au maximum qui seront protégés par ce dispositif différentiel. Alors pour le calcul du calibre, vous avez 2 méthodes qui s'offrent à vous. La première, j'allais dire, qui est un peu bête et méchante, c'est tout simplement de se mettre au calibre supérieur ou égal à celui du disjoncteur de branchement. Mais d'un point de vue technico-économique, c'est rarement un bon calcul. Et dans ces cas-là, vous pouvez faire une optimisation en prenant une autre méthode de calcul qui est la suivante. Donc, pour prendre en compte, pour calculer le calibre du dispositif différentiel, vous prenez en compte donc la totalité des circuits protégés à hauteur de 50% pour toutes les charges dites non permanentes et à hauteur de 100% pour les charges dites permanentes de type donc chauffage, eau chaude sanitaire et puis bien sûr l'apparition de l'infrastructure pour recharge de véhicules électriques. Alors, ça c'est bien sûr pour le calcul du calibre. Reste maintenant donc à voir comment le répartir par rapport au nombre de circuits. Donc dans l'ancienne NFC 1500, si je puis dire, il était marqué à répartir judicieusement, ce que je trouvais à la fois très flou et très précis. Demain, ou plus exactement à partir du 27 novembre, donc la règle est beaucoup plus simple, puisque un dispositif différentiel doit protéger donc au maximum 8 circuits,
hein, sachant que dans la réalité, hein, l'obligation des 20% de réserve continuant à être obligatoire, c'est plutôt 6 ou 7 circuits au maximum que le dispositif différentiel devra protéger. Autre nouveauté concernant la protection des circuits, c'est le fusible qui devient hors la loi, si je puis dire, mais il y avait peu de chantiers qui, ces dernières années, étaient encore en fusible. Et puis, je viens de l'évoquer, l'apparition d'un petit nouveau hein, en termes de protection de circuits spécifiques, qui est l'IRVE, hein, donc infrastructure pour recharge pour véhicules électriques, qui, elle, donc, doit faire l'objet d'une protection spécifique. Donc voilà pour la partie, j'allais dire, distribution électrique et protection. Et ensuite, dernier point, qui sont plutôt, je dirais, des détails hein, par rapport au point précédent. Donc je disais tout à l'heure que les fusibles sont devenus hors la loi. C'est la même chose pour les griffes, hein, concernant les systèmes de fixation de l'appareillage. Et en revanche, là aussi, le principe de réalité a été retenu. Pour la partie DCL, on a quelques dérogations possibles, liées notamment à des impossibilités sur le système constructif. Pour la partie GTL, qui était obligatoire sur toute la hauteur précédemment, là aussi, elle connaît une exception, puisque à partir du moment où le cheminement amont et le cheminement aval se fait dans la même direction, on acceptera une GTL qui ne soit pas toute hauteur. Bon, alors c'est essentiellement, hein, évidemment, par pragmatisme pour, par exemple, des maisons pour des niveaux de plein pied. Dernier cauchemar qui va disparaître pour les installateurs, hein, c'est la fameuse définition des volumes pour la salle de bain, qui en comptait jusqu'à 3 et qui se sont réduits à 2. On verra pourquoi après. Donc voilà les modifications, je dirais, majeures qui vont avoir lieu. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus loin dans le détail, en donnant la parole à Laurent Johnson, donc qui est chez Schneider responsable de la normalisation. Alors, Laurent, vous êtes le rédacteur du nouveau guide NFC 1500 qui va sortir. On va en parler juste après. Si je suis un installateur ou si je suis un bureau d'études, effectivement, ma vie va se simplifier. C'est le but, on l'espère. Donc, bon, déjà, je suis le rédacteur, mais il y a quand même toute une équipe chez nous, donc je les salue tous au passage. C'est le but, hein, c'est ce qui nous a été demandé, c'est d'essayer de faire un travail dans le but d'optimiser là où les optimisations étaient possibles et surtout de simplifier. On l'a vu au travers des quelques règles que tu as citées, Hervé. Donc là, bon, si on essaye de rentrer un petit peu dans un détail au niveau des pièces, donc on va pas tous les passer en revue, mais typiquement on va commencer par le séjour. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du séjour? Typiquement, on avait des règles qui nous donnaient une quantité minimale de prise de courant à respecter par pièce. Globalement, ça n'a pas bougé, hormis pour le séjour où effectivement, on avait une règle d'une prise par tous les 4 mètres carrés jusqu'à 40 mètres carrés. Ça paraissait un petit peu compliqué à réaliser de par les retours terrain qu'on a reçus. Donc, on a bougé un petit peu cette règle-là pour limiter à 28 mètres carrés. En clair, dans un séjour, on aura entre 5 et 7 socles de prise. Donc, hormis ce point-là pour le séjour, sur le reste, on n'a pas changé au niveau de cette quantité. On dit entre 5 et 7, mais je précise aussi qu'il y a quand même une notion qui a été mise en place, qui est une notion de poste multimédia. On parle bien du coin télé, on va dire. Donc, à défaut, si on n'a pas défini que le coin télé était dans un bureau, dans une chambre précise, du coup, c'est 2 socles de prise qui se rajoutent en plus dans le séjour. Donc, au niveau du calcul, finalement, c'est quelque chose, bon, ça a pas changé grand-chose, tout en amenant un petit peu plus de souplesse
par rapport à la problématique des 10 socles. Dans un séjour, quand on a des grandes surfaces vitrées, c'est pas toujours évident à positionner. Donc ça a bougé. Pour le reste, ma foi, on est quasiment identique sur ce point-là. Sur le slide suivant, on va parler de ce qui a pu changer au niveau de la cuisine. Donc bon là, Hervé, tu l'as évoqué. Autant on s'est mis d'accord pour dire que même si à l'instant T, la plupart des appareils consomment en intensité la même chose, au global la consommation se réduit. Donc on a fait un travail basé sur des règles de chute de tension, etc. On ne rentre pas dans le détail ici pour dire qu'on pouvait mettre un petit peu plus de socle sur les circuits, soit en 1.5, soit en 2.5. Ceci dit, on a quand même admis que la cuisine était un cas particulier, parce que là on avait un tas d'appareils qu'on branche, qu'on débranche. Alors là c'est l'avènement de toutes les émissions autour de la cuisine qu'on a, c'est un peu la mode du moment. Donc là c'est un cas particulier tout de même, donc il nous a amené à créer ce qu'on appelle un départ dédié. Donc ça change pas la quantité de socles, vous avez toujours les 6 socles de prise de cuisine, dont 4 sur le plan de travail. Donc ces socles là sont sur un circuit dédié. Si vous voulez mettre plus de socles de prise que ces 6 là dans la cuisine, les prises complémentaires, vous les mettez sur d'autres circuits. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est une nouveauté. Et puis on va regarder aussi ce qu'on a fait au niveau de la salle de bain. La salle de bain, c'était aussi un sujet à part entière. Puisque, là aussi, simplification. Là aussi, simplification. En même temps, simplification, et on a aussi cherché à la fois ce qu'on nous demande de faire de toute façon au niveau de nos métiers, c'est de regarder ce qui se passe aussi au niveau international et européen. Donc on avait des règles qui étaient un petit peu différentes. Donc à la fois on a pris en compte les textes harmonisés au niveau européen, et on a aussi voulu prendre en compte les nouveautés produits, puisqu'on est là aussi pour ça. Donc du coup, la grande simplification, c'est qu'effectivement on n'a plus le volume 3, donc qui n'avait pas d'existence aujourd'hui au niveau du Sénélec. Donc ça simplifie quand même pas mal de choses. Du coup, la simplification, on la voit immédiatement au niveau de la quantité de schémas qu'on avait autour de la NFC 1500 sur les salles de bain. Je ne sais plus combien de schémas on avait pour expliquer. Maintenant, on s'est limité à 3 schémas, donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus simple. Et maintenant, après, on a quand même ouvert à certaines nouveautés produits. Typiquement, on a des produits aujourd'hui au niveau socle de prise qui tiennent les conditions d'influence externe requis. Donc la phrase qui disait qu'on interdisait les socles dans la salle de bain, ça on l'a supprimé puisqu'on a les produits. Donc on peut toujours vérifier évidemment qu'on utilise des produits qui respectent les conditions d'influence, etc. D'une part, et puis la réalité aussi au niveau de certains types de baignoires un peu plus sophistiqués avec des systèmes de balnéo qui nous ont amené à introduire la notion de volume caché. Donc on supprime un volume et on en rajoute un qui est qu'on caché, appelle volume caché. Qui est caché. D'accord. Mais bon, c'est la simplification. Ça c'est plutôt de l'adaptation par rapport à la vie de tous les jours. Mais ceci dit, quand même, la suppression du volume 3, ça amène quand même une grande simplification. Parfait. Merci Laurent. Je rappelle pour ceux qui reconnaissent le document qui est montré qu'en fait il est donc extrait du nouveau guide NFC 1500 donc qui vient d'être mis à jour. Je rappelle que c'est un des best-sellers en termes de téléchargement sur le site de schneiderelectric.fr. Donc vous retrouverez la totalité de ce guide en téléchargement donc à l'issue donc de cette émission par un envoi de mail dès demain. Alors je propose maintenant de laisser la parole à Jérôme pour passer en revue donc les différents tableaux électriques par logement type. Donc Jérôme, là, dans la conception, voire dans l'installation de mon tableau électrique, si je suis un installateur, si je suis un bureau d'études, ça va vraiment changer ma vie. Ça va être plus simple, effectivement. Alors, oui, ça va être plus simple. Donc, on a voulu proposer au travers de notre nouveau guide des schémas types qu'on mettra à la fin du guide, comme vous l'avez pu le connaître sur le guide précédent.
sur lequel on a respecté tout ce qui a été dit précédemment par toi ou par Laurent, en respectant donc le calcul des interdifs et le nombre de départs qui était en nombre maximum sur chaque interdif. D'accord. Alors, il y a une petite chose là qui peut, je dirais, poser quelques questions à ceux qui participent à ce web séminaire. Ici, là, en haut à droite, c'est le système de distribution qu'on propose, un système embrochable, c'est ça? Tout à fait. Ça, c'est le DistriClick qui fait partie entière de notre système embrochable, le Duoline XE pour ceux qui connaissent. Donc, c'est ce qui permet de répartir l'alimentation sur l'ensemble des départs, protégé par un interdif de tête. Tout à fait. Donc, ça apporte un gain de temps et un confort d'installation, et aussi une sécurité accrue puisqu'on est sur une solution qui est IP2X. Donc, on ne risque pas de toucher une partie sous tension avec la main. Alors, il y a une autre petite chose là que je vois, hein, c'est cet appareil là qui est visiblement un système de mesure. Ça, on n'en parle pas dans la NFC 1500. Ah, je vois que tu as l'œil, Hervé. Effectivement, c'est le Waserlink. Donc, on n'en parle pas dans la NFC 1500. Toutefois, il nous semblait plus qu'important de parler de la RT 2012 et de proposer au sein de nos schémas types la solution de mesure sur les 5 usages comme il est préconisé dans la RT 2012. Alors, on va passer à un autre schéma type. Alors, juste sur celui-ci, effectivement, on est plutôt sur une solution là sur le terrain, on va dire technico-économique. Ce qu'on a cherché à réduire au maximum les interdifs en fonction, enfin le calibre des interdifs, en fonction du nombre de départs. D'un point de vue économique ou plus. Un point de vue économique plus intéressant. Alors que sur certains schémas, surtout dès qu'on va être sur des logements plus importants, on va trouver une solution qui sera un peu plus évolutive, puisqu'on sait qu'une maison individuelle peut être amenée à vivre. Et là, auquel cas, on a mis des interdifs un peu plus supérieurs pour leur permettre d'évoluer dans le temps. D'accord. C'est par exemple le cas du schéma suivant. Tout à fait. Donc là, on est déjà sur un T4, donc une surface plus importante. On est par contre sur un chauffage gaz, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, exact. Il y a une erreur sur le libellé. Voilà. Donc il s'agit bien d'un chauffage gaz. Et donc sur ce schéma, on peut voir qu'on se retrouve sur plusieurs interdifs 63 ampères, puisqu'on a voulu permettre de facilement rajouter un disjoncteur le cas échéant, plutôt que de se retrouver sur des calibres qui sont déjà très optimisés, qui obligeraient de revenir dans le passé avec un interdifférentiel supplémentaire. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot là de cet appareil qu'on voit installé sur la dernière rangée là? Oui, tout à fait. Qui est un peu tout seul et isolé. Je vois que c'est vraiment l'œil. Donc c'est un disjoncteur différentiel. C'est notre tout nouveau disjoncteur différentiel, d'ailleurs le type F, qui est sorti cette année. Alors le type F, c'est quoi? C'est un type A avec des fonctions supplémentaires qui est plus adapté pour les électroménagers comportant des cartes électroniques et des variateurs de vitesse. Type machine à laver de dernière génération, comme on peut voir aujourd'hui à la télé, les machines à laver connectées. Alors, un disjoncteur différentiel FSI, super immunisé, pourquoi? Puisque dans la NFC 1500, à un moment, il est préconisé, lorsqu'on connaît l'emplacement du congélateur, de le protéger par un système différentiel dédié et à immunité renforcée pour lui assurer une continuité de service. D'accord, alors ça j'ai bien compris sa fonction, la continuité de service, très clair. Mais on n'aurait pas pu économiser une rangée, là en l'occurrence sur ce tableau? Économiser en prenant l'espace libre, c'est ça? Voilà. Oui, mais à ce moment-là, on n'aurait pas respecté les 20% de réserve que la norme demande. D'accord, très bien. Alors, dernier schéma type. Donc une maison individuelle avec une chaudière. Voilà, alors là on est sur une maison individuelle avec un système de chauffage central toujours type gaz. Donc toujours pareil, on est resté dans la même idée, c'est-à-dire d'avoir plutôt quelque chose d'évolutif dans le temps. Donc on est sur des calibres de 63 ampères sur les interdifférentiels pour permettre dans le temps de venir, si besoin, rajouter un disjoncteur, surtout que voilà, nos schémas on les a proposés avec notre solution embrochable.
qui permet de revenir facilement compléter la rangée avec notre système. Alors, je vois là qu'est apparu en bas un deuxième déclic Vigie type F. On t'appelle Monsieur Plus ou... Non, du tout, je ne suis pas Monsieur Plus, mais je ne fais que respecter la norme. Donc là, en l'occurrence, nous avons un portail électrique dans la norme, il est bien exprimé, tout circuit alimentant un système ou une extension du logement, mais qui est non attenant au logement, doit être protégé par un système dédié. Alors vous allez me dire, on aurait pu mettre un interdiff et un disjoncteur, mais il est quand même beaucoup plus simple de câbler un disjoncteur différentiel, 2 modules, plutôt que câbler 2 appareils. Bien, merci Jérôme pour toutes ces explications. De toute façon, à n'en pas douter, on va avoir des questions sur les schémas du tableau électrique à la fin de cette session, donc on reviendra peut-être sur ces schémas tout à l'heure. Je vais maintenant donner la parole donc à Patrice Bukisov, donc qui est le père des fameuses fiches d'autocontrôle. En tout cas, c'est comme ça qu'on dit dans la profession, je crois. Hein. Bon, donc en gros, tout bon installateur a dans sa camionnette ces fameuses fiches d'autocontrôle. Devrait, d'accord. Conditionnel, d'accord, je vois. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça lui permet d'être sûr lorsqu'il va avoir une visite ou pas, d'ailleurs, de l'inspecteur du Consuel, il est sûr d'avoir une installation conforme. Oui, absolument. Donc cette fiche, elle a été demandée par les professionnels des installations électriques, et donc on l'a créée de telle manière à ce qu'ils reprennent point par point l'ensemble des dispositions de l'amendement A5, à savoir que ces fiches lui permettent aussi de se former sur le contenu de cet amendement. On peut aller un peu plus loin. En fait, dans chaque point de ces fiches, on reprend systématiquement l'ensemble des dispositions et grâce à ces dispositions, et notamment l'article, voire le paragraphe et le sous-paragraphe qui est repris, l'installateur peut aller rechercher directement dans la norme la disposition dans sa totalité. Voilà. C'est un moyen de pouvoir se former, par ailleurs. Voilà. D'accord, donc il vérifie et il sait pourquoi il le vérifie. Et il sait pourquoi il le vérifie, absolument. Et on a noté, puisque aujourd'hui il y a des installateurs qui utilisent déjà ce type de fiches, et on note, nous, de notre côté, qu'une fois qu'il a balayé l'ensemble des points, on trouve beaucoup moins de non-conformité sur les installations électriques. Ça, c'est clair. D'accord. D'autant qu'une non-conformité, pour l'installateur, ça coûte cher. Une non-conformité peut coûter cher, ça dépend du type de non-conformité. Il est vrai que 2 non-conformités sur des dispositions majeures, sur 2 rubriques, eh bien, on peut avoir un contrôle renouvelé payant. Ce qui est quand même pas négligeable. Donc, comme je vous disais, ça reprend point par point les dispositions de la norme C15, plus loin l'amendement A5. Ici, on retrouve, et c'est ce que j'ai repris, la disposition relative au nombre de seuils de prise de courant, je crois. Oui, c'est ça. Ça concerne donc la partie circuit spécialisé. Circuit spécialisé, oui. Où on reprend j'ai repris le paragraphe, et quand on va vers le paragraphe de l'amendement A5, on va retrouver toutes les dispositions. Et notamment, c'est ce circuit dédié de 6 seuils de prise de courant pour la cuisine, les seuils de prise de courant spécialisés pour le lave-linge, le sèche-linge et la plaque de cuisson. Sur chaque disposition, on retrouve cet article ou ce paragraphe pour lequel on peut aller rechercher la disposition complète dans l'amendement A5. Alors, on va prendre un autre exemple. Oui, on va prendre un autre exemple. Une fois qu'on a vu la partie circuit spécialisé. Alors, un exemple que j'ai repris effectivement plus particulièrement, c'est celui ayant trait au nombre et au type de dispositifs différentiels. C'est-à-dire que dans la partie amendement 5, on retrouve un tableau qui va vous définir le type de dispositif différentiel, s'il faut mettre un type AC ou un type A, et ce qu'il faut y mettre en dessous.
le nombre, bien évidemment, qui est défini à minimum 2. On va reprendre le nombre de circuits qui se retrouvent en aval d'un dispositif différentiel, le nombre maximum. Après, on va trouver le calibre, ou tout du moins le courant assigné du dispositif différentiel qui est choisi, soit en fonction de ce qu'on va retrouver en amont, soit les courants des dispositifs de protection qui sont situés en aval. Je pense que effectivement les types particuliers pour alimenter les alimentations de recharge de véhicules électriques qui sont définies à l'intérieur. D'accord. Alors, j'ai bien compris que donc pour la partie fiche d'autocontrôle, finalement l'installateur avait grâce à ça finalement une bible avec ses checkpoints, j'allais dire, nécessaires. Ceci étant, Renaud Tambéry, si je suis un installateur, que je viens entre guillemets d'embaucher de nouveaux apprentis ou un nouveau chef de chantier, et que je souhaite aller au-delà de l'information de ce soir, à savoir former mes collaborateurs, est-ce que j'ai une solution simple, rapide et facile à mettre en œuvre? Simple, rapide et facile à mettre en œuvre, je réponds oui, Hervé. Consuel et Schneider Electric ont mis en place, depuis déjà plusieurs années, un partenariat portant sur la formation professionnelle des installateurs électriciens. Ces formations sont organisées par Schneider Electric, en région, au plus près donc de vos clients, des installateurs professionnels, et elles sont animées par les formateurs du Consuel. Formateurs que je salue parce que la plupart d'entre eux nous regardent ce soir. Ces formateurs-là, ils sont avant tout des inspecteurs du Consuel, c'est important de le souligner. Voilà. L'actualité qu'on a évoquée, amendement A5, autocontrôle, bien sûr on y colle. On colle cette actualité et on propose aujourd'hui, ensemble, 2 formations spécifiques pour les installateurs. Quand je dis installateurs, c'est bien sûr les chefs d'entreprise, mais aussi leurs salariés, bien entendu. Alors la formation sur l'amendement A5, qui met en avant donc les évolutions de la norme NFC 1500, formation courte, une journée, où on fixe exclusivement donc les points qu'on a abordés de façon assez détaillée, qui permettent donc de prendre l'amendement A5 très simplement, très concrètement pour les installateurs, et de le mettre donc en application tout de suite. Et bien entendu la formation autocontrôle, donc Patrice en a parlé aussi, formation autocontrôle, une journée également, donc formation courte qui permet aux professionnels de savoir checker, de savoir vérifier une installation électrique en fin de chantier, de la vérifier par rapport aux exigences de la norme, tout simplement. Pour revenir à la formation, et là je vais me tourner vers Gilles Druffat, donc Schneider Electric. J'ai bien compris que finalement, grâce au partenariat Schneider Electric et Consuel, les installateurs pouvaient avoir affaire pouvaient d'ores et déjà avoir accès à des formations près de chez eux, avec un contenu, j'allais dire, immédiat et pratico-pratique. Comment est-ce qu'on s'inscrit à ces formations? Alors là, ça va être très très simple, puisque en se rendant sur le site de Schneider Electric, donc www.schneider-electric.com/formation, vous tombez sur l'espace formation dédié. Dans cet espace-là, vous trouverez toutes les informations relatives à ces formations du Consuel et bien sûr tout le catalogue de formations que nous mettons à votre disposition. Il y aura principalement donc les 2 formations qui ont été évoquées par Renaud Tambéry. Vous allez aussi pouvoir sur ce site-là vous inscrire directement en ligne en fonction des sessions que vous allez trouver d'ici quelques jours disponibles au plus près de chez vous, comme vous l'a dit Hervé. Très bien, merci Gilles pour cette précision. J'ai pu collecter les différentes questions qui nous ont été envoyées par chat. Alors, une première que je vais adresser à Patrice Bukissov, puisque ça concerne la partie dispositif différentiel. Concernant le dispositif différentiel 40 ampères type A, est-il toujours limité à 4 circuits? Le différentiel de type A, pour aujourd'hui, oui, il est limité à 4 circuits, enfin 4 circuits plus 2 petits circuits, en fait, pratiquement. Ça veut dire les 3 circuits qu'on va retrouver, le lave-linge, lave-vaisselle, plaque chauffante, et 2 circuits simples. Voilà, on en est à ce stade aujourd'hui. D'accord. Dans le futur, ça sera autre chose.
Très bien. Mais pour l'instant, dans l'amendement A5, c'est bien... Alors, pour le moment, jusqu'à présent, l'amendement A5 il n'est pas applicable. Le jour qui sera applicable, là d'accord, on appliquera les dispositions de l'amendement A5. D'accord. Alors justement, j'ai une question qui justement concerne la date d'application. Du coup, c'est aussi à vous que je m'adresse. Ça concerne donc la date d'application et, je dirais, les modalités de cette application. Donc, applicable à partir du 27 novembre, Oui. mais à quel titre? En fait, il est applicable au 27 novembre à l'arrêté d'application qui est en place aujourd'hui. Aujourd'hui, on est toujours sous les dispositions de l'arrêté du 22 octobre 69, donc qui rentrera en application à compter du 27 novembre. Dans le futur, quand l'arrêté futur sera sorti et abrogera cet arrêté de 69, il sera applicable à compter de sa parution. Il a été prévu que normalement c'est sa parution et applicable un mois après. Concernant son application, donc il sera applicable au 27 novembre pour les permis de construire déposés à cette date. C'est-à-dire que nous, on se laisse un laps de temps d'application vers, on pense, juin, juillet de l'année prochaine. Donc, la date clé, c'est la date de dépôt du permis de C'est construire. la date de dépôt de permis de construire. D'accord. Pas sa signature. Alors après, alors là, dedans, il est indiqué qu'effectivement sa signature, mais pour ce qui est de l'arrêté par lui-même, c'est toujours le dépôt de permis de construire ou le permis de construire. Ça D'accord. fonctionne comme ça. Très Après, bien. pour les signatures de marché, c'est tout à fait différent, ça peut être volontaire. Alors, je suis désolé, vous êtes très sollicité en tant que consuel, donc je continue. En même temps, ça constitue pas forcément une grande surprise. Hein. Alors, ah oui. Alors, en fait, la question est la suivante. Sur le déclic vigie de type F qu'on a vu sur le schéma, eh bien, donc le participant demande si ce type de produit est bien, entre guillemets, validé par le consuel. Alors aujourd'hui, il l'est effectivement. Il ne l'était pas il y a quelques temps, puisque ce produit n'était pas visé par la norme C1500. Donc nous avons posé la question à la fédération INES pour savoir si ce produit avait les mêmes caractéristiques, voire plus que le type A. On a eu une réponse officielle, et effectivement, de façon officielle en interne, j'ai fait une note qui officialise le type F chez nous. Très bien, merci, c'est très clair. Alors, une question qui est plus un commentaire, là je m'adresse à Jérôme. C'est toujours intéressant d'avoir des retours comme ça sur la partie XE, donc justement le type de disjoncteur qui a été utilisé donc et qui a été mis en avant sur ces schémas électriques, en disant voilà, je trouve ce type de disjoncteur très facile à installer, bravo. Voilà, donc après tout, il n'y a pas que les questions qui m'intéressent, mais aussi les commentaires. Hein. Voilà. Alors, une question intéressante. Alors, je vais la poser à Laurent, et puis j'imagine qu'on pourra avoir aussi un commentaire de Patrice. Comment sont définis les circuits qui devront être accordés sur les DDR type A ou AC? Bah, ça, pour l'instant, c'est très simple. Hein, on n'a pas changé la règle actuelle. Aujourd'hui, dans la NFC 1500 jusqu'à l'amendement A4, on dit clairement que on doit avoir au moins un différentiel de type A pour protéger, comme Patrice l'a dit tout à l'heure, la plaque de cuisson et le lave-linge. Dans l'amendement A5, on a gardé la même chose. On a pour rajouté l'instant, alors, l'IRVE. et on a rajouté l'IRVE, effectivement, parce que l'IRVE est un départ spécialisé qui n'était pas dans la liste jusqu'à l'amendement A4, donc on a rajouté dans l'amendement A5, donc l'IRVE en plus. Donc en dehors de ça, alors il y a eu des discussions, évidemment, sur qu'est-ce qu'il convenait de faire, etc. Et on a convenu que pour l'instant, c'était ce qu'il fallait retenir. C'était plus simple. Très bien, très clair. Alors, une question qui concerne donc la partie circuit d'éclairage. Je vais la poser de manière collégiale, puis on verra le premier qui répond. Il est évoqué un éclairage par un point centre ou une applique dans chaque pièce. Dans la NFC 1500 actuelle, un point de centre pouvait être remplacé par deux appliques en cas d'impossibilité.
et non 1. Qu'en est-il? Je sens la question très précise et pas forcément... Il n'y a pas de grand changement, je trouve. Il me semble qu'on... Le point de centre, ça c'est obligatoire partout. Je pense que c'est le minimum vital, il me semble. Par contre, on a dit qu'on pouvait avoir des prises commandées. Ça, j'ai vu les prises commandées, c'est sûr. Oui. 2 prises commandées maximum par un interrupteur. Et puis, l'applique, et ben, j'ai un vide. D'accord. Oui. Alors, Mais Franchement, malheureusement, parce que je partage ton vide. Mais bon, je suppose qu'on a le droit de Alors, revenir voilà. et de répondre à la question. J'ai donc On laissera rassuré pas une Olivier Seignoret qui nous a posé la question en lui disant que voilà, il est témoin et c'est les risques du direct d'un léger blanc, mais qui ne s'inquiète pas, on va lui répondre dès demain. Hein. Et par ailleurs, on a participé à l'écriture quand même tous les deux. Non, mais c'est vrai Donc que j'ai le nom des coupables. mais c'est vrai que sur l'éclairage, on a passé quand même beaucoup de temps autour de la DCL, Ouais, sur les cas de dérogation à la boîte d'encastrement et donc à la DCL. Et c'est vrai que sur ces éléments-là, on les a facilement en tête. Mais c'est vrai qu'on a dit des choses, mais bon, si vous Le le point permettez, central, c'est on sûr. répondra. On répondra, on a les réponses. L'applique, ça me... Alors, une autre question, donc là je vais me tourner vers Laurent parce que je pense qu'il connaît bien le problème et qui concerne donc les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Oui. L'IRVE est-il obligatoire dans tous les logements ou seulement à la demande des clients ou avec un minimum réglementaire? Alors, au niveau des logements, ça fait partie de la liste des circuits spécialisés où on a les circuits spécialisés obligatoires dans tous les logements, puis on dit lorsque telle application est prévue, il convient d'avoir le circuit spécialisé dédié. Donc c'est le cas pour les volets roulants, pour la climatisation, on a évoqué le congélateur et on a rajouté l'IRVE dans ce chapitre-là. Ça, c'est ce que dit la norme. Maintenant, si on fait référence à d'autres textes qui vont dire dans quel cas on doit mettre ou pas mettre, là c'est plutôt de la réglementation. Donc c'est bien 2 domaines qui sont différents et typiquement ça faisait partie aussi des demandes qui nous a été faite lorsqu'on a attaqué ces travaux, c'est de séparer les aspects réglementaires de la partie norme. En fait, c'est pas la norme de répéter ce que dit la loi. Voilà. Donc c'est peut-être un peu une réponse top je botte en touche, mais en fait il y a des textes qui vont dire notamment dans le collectif qui doit se passer. Donc là les textes, il y a des décrets qui sont très clairs là-dessus. Et si on parle de logement individuel ou autre, eh ben, lorsqu'on sait qu'on doit avoir de l'IRVE, alors c'est un circuit spécialisé. D'accord, très clair. Une question à nouveau sur le type F qui visiblement suscite peut-être des vocations en l'occurrence. Le type F est-il obligatoire pour les collectifs, ascenseurs, pompes de relevage ou autres? Non, il n'y a pas d'obligation. Non. Il y a des obligations sur certains départs, enfin des types bien spécialisés, donc c'est appelé la norme. À chaque fois, par contre, que je peux être obligatoire le type A, le type F pourra répondre à la même application. Très bien. Alors, une dernière question. Excusez-moi, j'en perds un peu mon latin. Voilà. Alors, voilà. Pour le calcul des volets roulants, se fait-il par nombre ou par puissance pour les circuits donc qui protègent les moteurs des volets roulants? Il n'y a pas de nombre. C'est pas fixé en nombre, c'est la puissance qui va définir par rapport au circuit. En fait, si je mets du 1.5, si je mets du 2.5, c'est la puissance qui va être définie avec la protection qui est en tête. Il n'y a pas de nombre particulier. C'est un circuit dédié pour ce genre de choses. Exactement. Voilà. Très bien. Concernant les volumes de la salle de bain, une paroi de douche définit-elle un volume? Ça, c'est la question à laquelle, à vrai dire, je m'attendais. Ouais, je sais pas pourquoi. Eh bien, plus maintenant, dans l'amendement,
parce qu'en fait, donc Patrice pourra compléter, en fait, Ouais. c'était pour répondre à une demande des installateurs de simplifier et d'éviter les conflits lors du contrôle. Lorsque Consuel passait et voyait une prise de courant trop près d'une baignoire, par exemple, et qu'on dise bah oui, mais là je vais mettre il va y avoir une cloison, etc. Mais oui, mais elle y est pas. Donc c'est vrai qu'on a simplifié, on a cherché à simplifier la vie de tout le monde et d'éviter ces sources de problèmes. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est une cloison fixe et pérenne. Alors bon, voilà, vous allez me dire comment on interprète ça. Soit elle est en dur, soit c'est une cloison. En fait, il faut que ce soit une cloison qui soit présente, que Consuel veut voir lorsqu'il fait son contrôle. Si on ne voit pas de cloison, la prise doit respecter les distances requises par les volumes, donc 60 cm en l'occurrence pour sortir du volume 2. Donc c'est effectivement quelque chose de nouveau, mais c'était vraiment pour répondre à des problèmes des problèmes de terrain, de refus d'attestation, etc. Cloison qui n'était pas en place. En fait, Voilà. ce qui se passe la plupart du temps, c'est que l'installateur il fait son installation. Bon, jusqu'à aujourd'hui, on appliquait une règle qui s'appelait la règle du contournement, qui permettait de mettre des seuils de prise de courant un peu plus près d'une paroi de salle de bain. Bon, le problème, c'est que quand nous passons pour faire nos inspections, la plupart du temps, cette paroi, elle n'est pas installée. Pourquoi? C'est parce que c'est souvent le client, voire le plombier qui la pose, cette paroi. Donc l'installateur devait répondre en s'engageant sur la pose de cette paroi. Donc pour simplifier ce problème, on a décidé qu'aujourd'hui, une paroi, c'est pas considéré comme quelque chose qui permet la règle de contournement, sauf si celle-ci, elle est, comme je dirais, fixe et pérenne. Quelque chose de solide. Alors quel type de paroi? Aujourd'hui, on se pose la question de la paroi. Toujours est-il qu'il y a une paroi qui n'est pas considérée comme paroi pérenne, ce sont les parois dites en verre. Elles ne sont pas considérées comme pérennes. Très bien. Alors, j'ai aussi une question qui concerne les prises de courant dans le séjour. Dans le séjour, il est obligatoire d'installer, donc c'est une question de Sébastien Servier, qui se reconnaîtra. Dans le séjour, il est obligatoire d'installer 5 prises de courant mini. Les 2 prises de courant à côté de la prise TV comptent-elles dans les 5 obligatoires ou sont-elles à mettre en plus des 5? En plus des 5, c'est bien dit que c'est supplémentaire. Ça, c'est très clair. Ok. Alors, je continue à regarder donc la liste de mes questions, et notamment une question qui concerne les DCL. C'est à la fois une question et un commentaire, je pense. Les DCL ne sont pas du tout pratiques lorsque l'on veut installer un luminaire, diamètre du trou trop grand. On ne peut pas fixer le luminaire et couvrir le trou. Alors il me semble que justement là, le principe de réalité fait que, en tout cas dans l'amendement A5, on a quand même prévu quelques exceptions. C'est un exemple parfait justement de ce qui a été discuté. C'est vrai que je pense que quand on avait mis en place le DCL, il aurait été souhaitable que tous les luminaires l'adoptent. Voilà, maintenant on a des designs un peu différents. Donc c'est ce qui nous a été montré par les installateurs. Et donc du coup, effectivement, ça fait partie des cas où on a accepté de déroger. Donc dans le détail de la norme, il y a des cas où par construction on peut pas avoir de boîte d'encastrement, il y a des cas où on a des luminaires étroits avec leur boîte d'encastrement propre, etc. Et effectivement, les tailles de luminaires pouvant être plus étroites que la dite boîte d'encastrement telle que nous on la propose n'étant pas compatible, c'est des choses qu'on a pris en compte. Ça a fait l'objet de pas mal de discussions, mais je pense qu'on a trouvé un compromis qui prend en compte notamment cet effet-là. Parce que c'était nous les premiers, on admet que bon, c'est quand on voit la réalisation du montage, on se dit il y a quand même quelque chose qui va pas. Donc on l'a pris en compte. Alors une question toujours sur l'éclairage, donc d'Anthony Correa. Donc si on met en place uniquement des spots LED dans une maison et qu'on ne dépasse pas 300 VA, on aura uniquement un disjoncteur, ou comment sera-t-il défini? Enfin, ou comment sera définie la protection? Je suppose que c'est comme ça qu'il faut comprendre la question. Au moins 2 circuits d'éclairage, même si on met que des LED.
Oui, parce que de tête, il y a un minimum de 2 circuits d'éclairage, mais on admet d'en avoir un dans les T1. T1, ouais. Hein, c'est ça. Hein. Exact. Il y a au moins Voilà. 2 circuits. Donc dans un T1, il y en aura qu'un. Dans un T2, il y en aura au moins 2. Ouais, tout à fait. Il y en aura 2. Alors, une question donc qui est posée par René Granger, donc qui en fait a répercuté une question de ses clients. Hein. Bonjour à René. Quels sont les points supprimés en rapport avec les obligations sur les personnes à mobilité réduite sur l'amendement A5? C'est vite, il n'y a plus rien. On a toute cette partie a été éliminée ou supprimée de l'amendement A5. Pourquoi? Parce que c'est du réglementaire et la normalisation n'a pas souhaité réintégrer la partie réglementaire dans la partie normalisation. Aujourd'hui, il faut aller chercher le texte réglementaire pour satisfaire aux exigences. Donc, en fait, dans ce que j'ai présenté en introduction et notamment dans vos fiches d'autocontrôle, on retrouve tout ce qui concerne les PMR comme des dispositions obligatoires qui ne se rajoutent pas hein, à la notification. En fait, on n'a pas souhaité. Pourquoi? Parce que quand on modifie le règlement, il faut modifier le contenu de la norme. Donc ça devient compliqué, puisqu'il faut amender la norme, et amender la norme, ça devient difficile. C'est compliqué d'amender une norme. Très bien. Alors, je crois que donc on a fait le tour, je dirais, des questions principales. Alors, si une question qui revient souvent, les prises de courant modulaires peuvent-elles être mises dans le coffret de communication au lieu donc du coffret électrique? Oui. Ça n'a pas changé. En fait, on dit donc l'amendement A5 dira en fait que lorsqu'on prévoit une installation de communication, on doit avoir les 2 prises modulaires et le départ associé. Et on rajoute, comme c'est le cas aujourd'hui, que ces 2 prises peuvent être intégrées directement dans le coffret de communication. Donc ça, là-dessus. Globalement, en fait, pour simplifier, tout ce qui concerne la communication n'a pas été modifié en dehors du fait de regrouper les articles dans un titre 11. Hein, on n'a pas fait de modification. Il est prévu, mais ça sera dans le cadre d'une révision globale de la norme qui maintenant est plutôt positionnée vers 2019. Il est prévu, d'ailleurs, les travaux sur la partie titre 11 devraient se mettre en place à partir de septembre 2016 pour s'aligner avec les différents guides, etc. et les nouveautés, tout ce qui concerne la fibre. Les arrêtés qu'on attend aussi sur le code de la construction, qui vont donner aussi des objectifs. Donc le premier travail, ça va être de vérifier que tous ces objectifs sont remplis dans le titre 11, donc tout ça, ça sera modifié. Mais pour l'instant, rien n'a été modifié globalement sur la partie. À part les 2 seuils de prise, en plus. À part les 2 socles pour le poste multimédia, donc alors justement, ça fait bien de faire le lien parce que il y a eu des confusions entre ces fameuses 2 prises en plus de la question qu'on a eu tout à l'heure, qui sont dédiées au poste télévision. C'est pas un lien du tout direct avec les équipements de communication qu'on met dans la GTL. C'est vraiment 2 choses qui doivent être complètement scindées. Voilà, c'est 2 choses différentes. Donc justement, il y a eu des confusions aussi sur cet aspect-là. Les 2 prises, elles sont soit dans le câble électrique, soit dans le coffret de com. Ça, c'est une disposition. Et la disposition qui concerne les 2 prises à coller entre guillemets à l'alimentation donc du point télé. Voilà, ça c'est une autre disposition. Ça peut être dans une chambre, dans un bureau si on le précise, et si on ne précise rien, ça se rajoute dans le séjour. Très bien. Alors une question donc sous un dispositif différentiel 4 pôles, donc dans le cas d'un grand appartement, d'un grand logement alimenté en triphasé, est-ce la même logique que pour le mono? La différence. Oui, je vais avoir le même nombre de différentiels, ça change rien. Voilà, le principe 2 minimum, voilà. À partir de là. Et après, au niveau des circuits, alors il faudra effectivement regarder, est-ce qu'on peut mettre 8 circuits par phase et avoir un conducteur neutre, c'est-à-dire, je pense pas qu'on puisse mettre aujourd'hui, ça nous ferait 24 circuits sur un tri. Par contre, peut-être qu'on n'a pas suffisamment réfléchi là-dessus, mais je vois pas 24 circuits.
Parce que c'est un cas, alors Très je suppose que si la particulier, question parce que- t'est posée, c'est peut-être pas si particulier, donc Ouais. peut-être qu'il faudra qu'on se repenche la dessus, question, mais 24. dans les discussions... Vous imaginez 24 circuits, ça fait du Figure quand des- même, hein, sur, même si on met un 40 ampères, hein, ça fait un peu. Ok. Alors, une autre question donc, qui concerne cette fois-ci les différents types d'interrupteurs différentiels. On a vu que les lave-linges, congélateurs et plaques sont en différentiel de type A, mais concernant le lave-vaisselle, sont-ils eux aussi en type A? Non. Oh, j'ai peut-être été un peu menteur. J'ai revendu Ah, le vaisselle on a en plus. dit A. Que la plaque est... Oui, c'est la plaque, le lave-linge et le, non, pas le lave-vaisselle. Non, le lave-vaisselle, il est pas dedans. Non, ça, on a bien. Alors, il y a oui. Il y avait eu une discussion Ouais. sur le sèche-linge où on nous disait Ah, techniquement, c'est la même chose. On brasse pas de l'eau, on brasse de l'air. Mais parmi les essais type qu'on pouvait avoir à disposition, on n'a pas trouvé nécessaire de rajouter d'autres protections, enfin d'autres types sous le type A. Donc aujourd'hui, ça n'a pas changé, ça reste bien la cuisson, donc la plaque de cuisson et le lave-linge, et donc le nouveau départ spécialisé pour la voiture électrique. Alors justement, puisqu'on parle du véhicule électrique, j'ai une question de Guillaume Cassa. Quel type de disjoncteur doit-on installer pour les véhicules électriques? Un type B, point d'interrogation? Un type A, vous savez, un type F, à mon avis, ça va être comme Alors là, je pense que un type B, c'est du tri. voilà, je pense qu'il y a peut-être une confusion entre le type de protection différentielle en amont et Et la puis courbe. la courbe. Et la courbe, Peut-être. ouais, c'est deux choses différentes. Ouais. Donc aujourd'hui on n'a rien changé. Alors la question est quand même intéressante parce qu'on n'a rien changé, mais justement avant de venir ici avec Patrice, on était dans un groupe de travail AFNOR qui traite de la protection des personnes, et ce qu'il est prévu de faire, c'est qu'on va intégrer un nouveau chapitre 722 dans une partie dans les titres 7 de la norme NFC 1500 directement pour la partie véhicule électrique. En clair, les prescriptions normatives qui sont dans l'actuel guide UTE 15 722 et 17 222, on va les remonter à la fois dans la NFC 1500 et à la fois dans la NFC 17 200. Et donc là, le but c'est pas de revenir sur les préconisations, c'est simplement de s'aligner avec la directive européenne pour éclaircir les histoires de type de prise, etc. Il y a aussi des sujets par rapport à la charge rapide, etc. Donc on va essayer de limiter à ces intégrations-là. Mais du coup, on aura vraiment des chapitres qui seront normatifs. Et maintenant, bon, je pense pas qu'il y ait de modification par rapport à ce qui est marqué dans le guide. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Et puis de toute manière, aujourd'hui, le type B, il est quand même limité à un type de prise bien particulière, une alimentation de tri. Oui. Alors une question qui est très différente là pour le coup, donc de Wilfried Doumeret. La mise à la terre d'une nourrice de plomberie reste-t-elle obligatoire? Non. C'est fini ça. Bon, bah voilà. Donc de Pascal Roger, et là ça concerne plutôt la partie GTL. Quelle est la nouvelle norme pour la GTL? Ah, alors je pense pas qu'il y en ait de nouvelles. La GTL, c'est ce qui existe aujourd'hui, c'est tout le matériel qu'on retrouve dans le TL. Ouais, alors il y a Alors il va peut-être falloir éclaircir un peu puisqu'on a mis dedans. ce discours d'expert. Voilà. Donc on a rajouté cette notion d'ETEL qui est l'espace technique électrique. En gros, c'est simplement pour éclaircir un point lorsqu'on parlait des dimensionnements, des volumes, des largeurs, etc. Il pouvait y avoir une confusion entre l'espace réservé pour installer et effectivement les dimensions réelles liées aux produits tels que vous les connaissez. Donc du coup, on a défini l'espace qui est nécessaire pour que l'électricien puisse travailler, donc typiquement avec une largeur de 600 et donc qui n'est pas en lien direct avec le matériel. Et après coup, une fois que le matériel est installé,
en fonction des largeurs, du nombre de modules, des produits qu'on a choisis. L'ételle sera après coup réduite à la largeur du matériel Exact. plus 50 mm de chaque côté. 10. Enfin 10 en tout, mais en pensant 50 qu'on puisse passer les mains, quoi. Donc voilà, donc il y a cette nouvelle notion d'ételle. Maintenant, si la question ça concerne plutôt la partie norme produit, là personnellement moi je suis pas compétent parce que mais on peut noter la question et je saurais trouver les personnes qui répondront, les personnes qui suivent la normalisation des produits, parce que là chez Schneider Electric, entre autres, c'est pas qu'une seule personne comme prend l'installation, c'est peut-être une cinquantaine. Mais donc là, s'il y a une question comme ça, on pourra trouver la réponse, mais je ne la connais pas. Enfin, en tous les cas, dans la GTL, on va retrouver le tableau principal, ça restera. On va retrouver la partie comptage, le disjoncteur de branchement. Bon. Oui, ça n'a pas changé. Ça a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'on n'est plus obligé de la matérialiser du sol au plafond, comme Hervé, tu l'as dit. Parce qu'effectivement, s'il y a ni arrivée ni départ vers le haut, par exemple, bah, c'est ridicule d'obliger d'installer de la boulotte vide. Donc, il y avait quand même cette notion de simplification, mais aussi derrière le coût de la construction, enfin, ces choses-là aussi qu'il fallait concrètement prendre en ligne de compte. Donc ces choses-là, on pouvait les bouger, mais les bouger. Alors, une question, et on revient à la notion d'éclairage par LED. Donc, une question d'Elder Pinto. Est-il possible de mettre des disjoncteurs pour l'éclairage de 2 ampères à la place des 10 ampères au vu de la faible consommation des luminaires LED? C'est pas interdit. Bien évidemment. 10, c'est le max, si vous voulez. Enfin, 10, c'est le max. Même pas, parce que c'est du 1.5, c'est du 16. Et ben, si je veux, je mets du 2. Après, c'est le problème du fonctionnement. Est-ce que ça va tenir en fonctionnement? Voilà, c'est important, c'est de savoir ce qu'on y met comme puissance et est-ce que ça va pouvoir fonctionner. Mais 2, c'est pas interdit. Il faut bien voir que la norme, elle est là pour protéger les circuits. Par contre, après, les différents types de produits derrière, on peut s'adapter. Hein, on l'a fait dans certains cas pour la VMC par exemple. Et pourquoi pas, après, l'installateur lui-même, s'il sait ce qu'il alimente au bout et s'il juge que ces luminaires-là ne vont pas être remplacés plus tard par des luminaires plus gourmands, je pense qu'il gardera la canalisation de façon dimensionnée telle comme il se doit, en A5 typiquement. Et du coup, il a tout à fait le droit de mettre un 2 ampères, puisqu'on dit, nous on parle de courant assigné maximum. Donc on peut bien sûr descendre en dessous sans aucun problème. C'est un droit. Alors, une question qui concerne plutôt la communication entre guillemets. Comment fait-on quand les clients ne veulent pas de prise TV chez eux? Là, voilà, je vous donne la patate chaude parce que... Non, mais on va la prendre, la patate, elle est pas si chaude. C'est comme si vous disiez, comment fait-on avec un client qui décide de rouler à gauche? Il y a une réglementation. C'est pas de la normalisation, là, c'est de la réglementation. Donc, on peut pas répondre à ça. Enfin, on n'a pas le choix. Enfin, c'est la loi. D'accord. Alors, toujours une question de réglementation, je pense. Est-ce que la réserve des 20% est toujours d'actualité? Dans la norme, oui, bien sûr, c'est resté. Ça bougera pas, je crois. Alors, il y a la petite nuance qui a été faite. La réserve de 20% reste d'actualité dans les cas généraux, mais à la demande des promoteurs, cette réserve peut être limitée à 6 modules dans le logement collectif. Puisqu'il a été jugé que dans un appartement collectif, c'est un peu compliqué de rajouter une chambre, un peu compliqué de faire une extension. Par contre, ce qu'on a fait prévaloir quand même, c'est que rien n'interdit de rajouter des choses comme un parafoudre, comme un Weiserlink ou comme ce genre d'appareil. Donc il fallait quand même une réserve minimum. Mais par contre, c'est pas pareil qu'une maison où individuelle, où on peut prévoir une extension, une nouvelle aile, etc. Donc du coup, le 20% à la demande des promoteurs, on l'a limité à 6 modules dans le collectif. Très bien. Alors, une question, on va revenir un peu à l'analyse pièce par pièce, et je suis pas forcément étonné de la question parce que justement la question des prises dédiées aux personnes à mobilité réduite revient. Hein. Les prises de courant en hauteur pour les PMR, lorsqu'elles sont installées, sont-elles comptabilisées dans le nombre des prises minimum, salon par exemple, ou bien viennent-elles en plus? C'est dans le nombre. Voilà, c'est bien inclus, notamment dans les exemples que l'on donnait, notamment en introduction. Alors, pour être très très clair, on va prendre un exemple peut-être même plus simple. On prend une chambre. Aujourd'hui, la norme dit dans une chambre, vous devez avoir 3 prises.
vous aviez une réglementation qui disait une de ces prises doit être à hauteur de l'appareillage de commande, donc de l'interrupteur d'éclairage. La norme disait que cette prise-là était en plus dans le décompte. Donc, pour quelle raison la norme disait que c'était une prise en plus, peu importe. Aujourd'hui, comme on a sorti les aspects réglementaires, effectivement, on peut compter que c'est des prises en moins. Par contre, c'est pas si général que ça, parce que typiquement, dans les logements qui sont concernés par les PMR, si je dis pas de bêtises, on a aussi une prise de courant à hauteur de l'inter dans les WC, et cette prise-là n'est pas demandée par la norme. Donc du coup, il y a les compléments qui sont réglementaires restent à vérifier. Par contre, les compléments qui ont été rajoutés en disant ça compte pas dans le décompte de la norme, ça a été supprimé. J'espère que j'ai été clair, mais l'exemple de la chambre est flagrant. Oui. Une chambre en clair, si vous êtes concerné par les PMR, vous avez le minimum réglementaire et normatif. Donc du coup, c'est 3 socles, dont un des 3 qui est à hauteur de l'interrupteur. Et non 3 plus 1, comme c'était avant. Ce don d'ailleurs est très bien signalé par un pictogramme particulier dans le guide qui a été rédigé et mis à jour pour l'amendement A5. Voilà, donc du coup le nouveau guide, autant dans le guide actuel, on mettait la norme et on faisait quand même ce petit picto pour dire qu'est-ce qui était lié à cette réglementation-là, mais sous l'égide du guide de la NFC 1500. Du coup là, on a fait un guide NFC 1500 et réglementation, parce que c'est quand même intéressant dans un guide de regrouper tous les éléments dont l'installateur a besoin. C'est pas parce qu'on dit que dans la norme on enlève des choses que l'installateur on va lui compliquer la vie en disant en plus attention il faut les voir voilà. On a quand même tout mis, mais du coup c'est un guide logement, donc il y a la NFC 1500 et on a mis ce qu'on pouvait en termes de réglementation directement autour de du même sujet. Ouais. Par contre, ce qu'on traite pas, c'est les hauteurs, la mise en place des hauteurs. Ça, on traite pas les hauteurs. Ça c'est dans la réglementation. C'est la réglementation qui le dit. Ouais, c'est vrai que c'est plus, on l'écrit plus. Les chapitres ont été supprimés, donc c'est plus écrit dans la norme, c'est clair. Alors, une question qui concerne finalement le petit tertiaire, hein, par prolongation, hein, entre guillemets. L'amendement est-il à appliquer dans des petits magasins tertiaires alimentés en tarif bleu? Non, rien à voir, c'est du logement. Voilà, hein, il y a bien une distinction bien claire, hein, et il n'y a pas d'ailleurs de changement, autant que je sache, hein, sur la partie tertiaire. En 2020. En 2020, nous avons encore un peu de temps pour s'y préparer. Très bien. Écoutez, je pense que on va s'arrêter donc sur ces questions. Je voudrais remercier donc l'ensemble des participants, vous installateurs, bureaux d'études, hein, qui en fait avaient échangé avec nous à travers ces très nombreuses questions. Je suis désolé pour les questions auxquelles j'aurais pas répondu. Il y en avait tellement que j'ai évidemment pas pu toutes les prendre en compte, mais rassurez-vous, nous avons la totalité des questions et nous allons y répondre puisque nous avons votre adresse mail. Alors, j'espère que globalement et le Consuel et Schneider Electric ont réussi à répondre à vos attentes. Je les remercie pour toute l'expertise qu'ils nous ont amenée durant ce web séminaire. Cela étant, l'accompagnement de Schneider Electric sur cet amendement A5 ne s'arrête pas à cette émission. Comme je l'ai dit, dès demain, vous recevrez par mail donc un lien qui vous permettra de télécharger donc le nouveau guide NFC 1500 amendement A5 et vous retrouverez aussi sur ce mail un lien qui vous permettra éventuellement de vous inscrire donc aux fameuses sessions de formation évoquées donc par Renaud Tambéry et Gilles Gruffat tout à l'heure. Dans une semaine, vous recevrez un autre mail qui vous permettra de revoir l'émission si vous le voulez en mode replay, hein, et cette émission sera découpée en thématiques de manière à retrouver rapidement les points qui vous intéressent. Enfin, dernier point très important, le 27 novembre, donc date d'application pour tous les dépôts de permis de construire de ce nouvel amendement. Vous recevrez donc un lien qui vous permettra donc d'arriver directement sur la page du site schneiderelectric.fr qui traite donc de la NFC 1500 amendement A5 qui sera donc complètement mise à jour. Merci encore à chacun d'entre vous et à très bientôt.